Salut mes petits loups! Aujourd'hui, je viens vous parler d'une erreur qu'on fait systématiquement lorsqu'on débute, l'infodump. L'infodump, pour vous résumer le truc, c'est le fait de donner une tonne d'informations au lecteur d'un seul coup. Généralement, on fait cette erreur dans les premiers chapitres de nos romans, dans l'introduction, dans l'exposition. Et durant les premiers chapitres, on aura de longs paragraphes qui décrivent absolument tout sur le personnage et le monde qui l'entoure. Alors, il y a plusieurs types d'infodump, on peut les retrouver à la fois dans la narration, dans les dialogues aussi, ça m'est déjà arrivé d'en faire et d'en lire. Ça m'arrive aussi d'en lire dans des flashbacks, dans les introspections. Généralement, il s'agira du passé du monde ou des personnages, de l'histoire en général. Ou encore, il m'arrive de lire des infodumps façon portrait robot. En gros, un personnage part de chez lui ou rentre chez lui et un miroir. Et de là, il commence à décrire absolument tout son physique jusqu'à ses habits et son style vestimentaire. Mais qui fait ça? Je rentre chez moi et... Un miroir. Tiens, je porte du blanc, un pull blanc, du coton bio, peut-être. Oh, j'ai plein de piercings à la bouche, au nez, aux oreilles. J'ai attaché mes cheveux à l'arrière aujourd'hui, ça me va plutôt bien. Mais j'ai des stars, je vais les éclater, je crois. Et si, comme moi, vous pratiquez l'autodescription, je vais vous donner les 2 raisons qui m'ont fait arrêter. Petit 1, ça sonne faux. Personne ne s'autodécrit, à moins d'être sur un site de rencontre. Petit 2, votre personnage paraît superficiel, creux et narcissique. Et même si, au pire des cas, il l'est, le simple fait qu'il se regarde 1000 fois dans la glace suffit à le caractériser comme tel. Inutile de le faire s'autodécrire. On aura bien sûr d'autres types d'infodump comme la description détaillée de l'intégralité de l'endroit où il vit, ou encore de ses qualités, des liens qu'il entretient avec les autres personnes, ses proches ou ses amis, ou même l'intégralité des raisons pour lesquelles il en est arrivé là. Et oui, bien sûr, je sais à quel point c'est tentant d'utiliser l'infodump, surtout lorsqu'on est auteur et qu'on a passé des semaines, voire des mois à travailler un roman, qu'on a des calepins noircis, qu'on a 400 pages de Word, de recherche, etc. On se met à la place du lecteur et on se dit « mais il ne va rien y comprendre, le gars ». Sauf qu'il y a plusieurs éléments qu'on oublie. Premièrement, toutes ces notes et toutes ces recherches ne se retrouveront jamais en intégralité dans le roman. C'est impossible. Deuxièmement, et pas des moindres, le lecteur est un être intelligent. Il est capable de lire entre les lignes, de comprendre les sous-entendus, d'entrevoir tout seul le sous-texte. Et troisièmement, il ne faut pas oublier le but premier d'un roman, à savoir immerger le lecteur dans une histoire qui n'est pas la sienne. Et si vous vous mettez à lister tous les éléments de votre histoire, concrètement, ce ne sera plus une histoire, mais une encyclopédie. Et corrigez-moi si je me trompe, mais qui aime lire une encyclopédie pour rêver, pour vivre des aventures? À part lui, peut-être. Et donc oui, je sais mieux que personne que l'infodump part d'une très bonne intention, celle de ne pas perdre le lecteur. On veut qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de notre monde. Seulement, lui donner trop d'informations d'un coup, ça va l'assommer, alors que lui, tout ce dont il rêve, c'est de rêver. Tenez, imaginez que je vous amène avec moi au volant d'une magnifique cabriolet rouge pétant. Je suis sur le siège passager, vous êtes au volant et vous serrez entre vos mains le cuir du volant de ce bolide. En face de nous, on a le bleu de la mer et on sait pertinemment tous les deux qu'on va longer la côte dans une cabriolet. Tout le moment où vous pensez mettre le contact, je vous récupère les clés. Et là, je me mets à vous expliquer comment fonctionne le moteur. Comment est-ce que les pièces s'imbriquent les unes avec les autres? Comment est-ce qu'elles ont été fabriquées? D'où est-ce qu'on les a importées? Comment on a galéré pour trouver absolument toutes les pièces avec le fabricant? Parce qu'on a eu un petit souci avec le fournisseur, et puis, comment reconnaître les bruits inhabituels de cette voiture, car sinon on pourrait faire un accident. Que sais-je? Du coup, je vais vous parler aussi de l'année de fabrication, parce que c'était pas simple en 1960 de fabriquer une cabriolet de ce genre. Et puis le rouge, carmin, il est pas comme tous les autres, il y a une touche d'oranger et une touche de jaune avec une pointe de bleu. Ça, vous ne le saviez pas, ça ne se voit pas comme ça en fait. Il faut quand même comprendre que ce produit est un produit d'exception. Et parlons-en justement, c'est un produit d'exception. Le propriétaire d'avant, mais il a fait n'importe quoi. Il l'a prise, il l'a rayée, et donc je vous explique le curriculum d'absolument chaque rayure, chaque tâche. Verrou, du boîtier de vitesse, du ciel, de la terre. Comment ça s'ouvre? Comment ça se ferme? Comment ça s'ouvre? Comment ça se ferme? Le coffre, le clic.
Mais putain, quand est-ce qu'on la roule, cette voiture? Ça, c'est exactement ce que ressent le lecteur lorsque vous lui servez de l'infodump. Et c'est pire encore pour lui parce qu'il va culpabiliser à chaque fois qu'il va sauter vos paragraphes beaucoup trop chargés, puisqu'il aura l'impression de rater des informations cruciales pour la compréhension future. Et en plus, il n'a pas tout à fait tort, parce que, il faut l'avouer, on utilise une facilité de présentation. Concrètement, quand j'utilisais un infodump, j'étais persuadée qu'en donnant toutes les informations importantes tout de suite, en décrivant tous les lieux importants tout de suite, eh bien, je n'aurais plus à le faire par la suite. Ce qui se passait, c'est que mon lecteur se retrouvait perdu. Il se retrouvait dans des scènes qu'il n'avait jamais vues et il n'arrivait pas à se les figurer. Il m'est même arrivé d'être bêta et de lire des infodumps au début d'un livre et à la fin de reprocher à l'auteur le fait que j'étais un petit peu perdue dans certaines scènes, qu'on est passé d'endroit en endroit sans qu'on n'en sache rien. Et là, elle me dit, mais Prisca, t'as rien lu du bouquin ou quoi? Dans le chapitre 1, tous ces lieux, ils sont expliqués, décrits en détail. Ah, c'était ça, le chapitre 1. L'infodumper, du coup, il dit tout au début du roman, pensant que le lecteur a tout retenu au début de l'histoire. Il n'aura donc plus de description à faire au bon milieu de l'action, puisque tout a déjà été dit et tout a déjà été retenu. Comme c'est pratique. Pour moi, pour comprendre comment faire retenir une information au lecteur, il faut concrètement comprendre comment fonctionne la mémoire humaine. Le cerveau est un organe limbique. Il ne retient que grâce aux émotions. Je me rappelle encore de la plus grande frayeur que j'ai eue à 2 ans et demi, alors que je ne me rappelle même plus du repas que j'ai mangé avant-hier soir. On vit énormément de choses tous les jours. Le cerveau, lui, classe ces éléments comme habituels ou inhabituels. Et les seules choses qui lui permettent de savoir si c'est habituel ou pas, ce sont les émotions qu'on ressent. Raison pour laquelle on va retenir la façon dont on s'est regardé, les attentions qu'il a eues, la rose qu'il nous a offert dans un dîner amoureux, alors qu'on ne va fichtrement pas se rappeler des vêtements qu'il portait. C'est comme ça que le cerveau se ménage et c'est comme ça qu'il retient les éléments. Donc si vous servez au lecteur 12 milliards de millions d'informations d'un seul coup, alors qu'aucune émotion n'en fait ressortir une plus que d'autres, eh bien le cerveau, il va se ménager. Il va tout simplement laisser les informations où elles sont et ne rien en retenir, puisque aucune information ne se démarque. Surtout que l'information dump est complètement décousue de l'action. Donc de tout ça, on retient que l'infodump, c'est le mal. Ça empêche au lecteur de s'immerger dans l'histoire et de se passionner pour les personnages parce qu'on lui raconte des choses dont il se fout à un moment où il ne se passe rien. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter de penser que le lecteur ne comprendra rien si vous ne lui dites pas tout. Bien au contraire, si vous lui en dites trop, il va se désintéresser de l'histoire puisqu'il en connaît déjà tous les tenants et les aboutissants. Donc débarrassez-vous définitivement de la peur de perdre le lecteur dans des explications compliquées et concentrez-vous sur les méthodes, sur la technique qui fera que vous arriverez à trier, à distiller les informations dans votre texte. Et si vous ne savez pas encore le faire, eh bien c'est normal que vous regardiez cette vidéo. Comment trier des informations importantes pour son intrigue, pour le début, pour que le lecteur ne soit pas perdu? Premièrement, je retiens, moi, les informations de type structurel, mais plutôt si votre structure est inhabituelle. Donc si c'est un monde magique, si c'est un monde fantasy, SF, dystopie, fin du monde apocalyptique, etc. Bref, les genres de l'imaginaire, quoi. C'est maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit arriver dès le début du chapitre, mais il faut quand même, de toute façon, que le lecteur sache dans quoi il s'embarque quand vous commencez l'histoire. Dans tous les cas, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Essayez surtout de comprendre ce que j'essaie de dire par éléments inhabituels. Par exemple, si dans votre histoire, les chats parlent et que pendant 15 chapitres, aucun chat ne parle jamais, le lecteur ne s'attendra pas qu'au 16e chapitre, un chat se mette à parler. Il sera perdu. Et pire encore, si ce chat se met à parler et qu'il devient le témoin clé de l'énigme qui dure depuis déjà 16 chapitres, là, le lecteur ne vous le pardonnera pas. Donc s'il y a des éléments inhabituels de type magique, etc., je vous invite à commencer à l'aborder petit à petit dans les premiers chapitres pour que le lecteur ne se retrouve pas complètement perdu
au milieu du livre. Alors évidemment, il y a des exceptions à ce conseil. Il y a des livres où on bifurque complètement sur quelque chose de paranormal au milieu du livre alors qu'on pensait être dans un polar. Eh bien, c'est tout à fait faisable. Mais quand on fait des œuvres tranchées qui sortent de l'ordinaire à ce point, qui cassent énormément les codes, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes à qui ça plaît et des personnes à qui ça ne plaît pas du tout. Mais vous avez le droit de le faire. Le deuxième type d'infos qu'il vous faudra sélectionner, ce sont ceux qui sont nécessaires à l'action en cours. Concrètement, le lecteur a besoin d'informations pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il n'a pas besoin de savoir pourquoi, ni comment est-ce que le personnage en est arrivé là. Par exemple, si on voit un personnage qui n'a pas de main en train de manger son repas de midi, eh bien, on va se demander pourquoi il n'a pas de main. Mais concrètement, ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est comment il fait pour manger sans main. Est-ce que quelqu'un va l'aider? Est-ce qu'il a des super pouvoirs? Qu'importe, on nous présente un personnage sans main. Ce qu'on veut, ce sont les conséquences du fait qu'il n'a pas de main. Pour pouvoir gérer le suspense, il faudrait plutôt cacher pourquoi il n'a pas de main. Et peut-être, un peu comme l'histoire du Joker, passer de théorie en théorie jusqu'au dénouement, avoir la vraie histoire de ce personnage sans main. Mais il faudra être dans le comment, tout de suite, il fait les choses, et laisser en suspens peut-être le pourquoi et le comment c'est arrivé. Là, du coup, vous aurez les informations dont le lecteur a besoin pour comprendre la scène en cours et en même temps le suspense suffisant pour qu'il continue à lire l'histoire. Parce que concrètement, si je vous explique pourquoi il a perdu ses mains étant petit, un truc lui est tombé dessus et il a dû s'adapter, le pauvre, et puis jusqu'à ce jour, il s'est débrouillé et aujourd'hui, comme par hasard, il a trouvé le moyen de manger tout seul. En fait, là, ça perd tout son charme. On n'a plus envie de lire la suite. Ok, il lui est arrivé ça. Ok, il mange tout seul. Félicitations à lui. Mais il se passe quoi maintenant? Maintenant qu'on a toute l'histoire, en fait, on n'a pas forcément envie d'en savoir plus. Alors que si on cache tout, qu'on a juste les conséquences et que le personnage, il fait des choses et on a envie de savoir comment il s'en sort sans main, là, c'est déjà autre chose. Je me suis égarée, je crois. Pour en revenir à mes moutons, j'arrive pas à revenir à mes moutons en fait. On va sélectionner les informations qui sont nécessaires à la compréhension. Inutile de passer des heures à parler du passé, du monde, de la façon dont il est construit, ça n'a aucune importance. Lorsqu'un personnage marche dans la forêt, il marche dans la forêt. Inutile de me dire que si Paul, Marie et Jacques marchent dans la forêt, il marche, il y a 3 lapins, un renard, 3 sapins, 52 pins, un arbre à châtaigne. Est-ce que vous avez retenu une seule chose de ce que j'ai dit? Même le nom des 3 personnages. D'ailleurs, moi non plus. Mais par contre, si je vous raconte qu'il y a 3 personnages dans une forêt et que Paul, le premier personnage, pleure à chaudes larmes parce qu'on lui demande de tuer un mignon lapin et qu'Annie, un deuxième personnage, le traite de mauviette, attrape sa hache et achève la pauvre bête. Le troisième personnage, Marc, va chercher du bois dans la forêt pour faire cuire le lapin. Là, concrètement, déjà, on a une scène, on a une interaction entre les personnages et chacun fait quelque chose. On sait concrètement qu'ils sont dans une forêt, qu'ils ont la dalle. On comprend aussi que Paul est un sensible, qu'il est stigmatisé, donc il est vu comme une mauviette par ses camarades, en tout cas par Annie, qui est plutôt dur à cuire et qui n'hésite pas une seule seconde à tuer un lapin avec une hache, quand même, c'est gore. Enfin, pour moi, à la place de Paul, j'aurais pleuré tout pareil. Et au final, Marc, on sait pas trop, en fait, pour Marc, on sait juste qu'il a la dalle, parce que s'il va chercher du bois, c'est qu'il a faim. Donc avec ça, on ne retient pas forcément le nom des personnages, ça va venir petit à petit. À force de voir Annie stigmatiser Paul, on va la catégoriser. On va la caractériser comme étant le personnage fort. Et oui, bien sûr, ce monde est bien plus vaste que ces personnages et ça n'a pas d'importance parce que tout ce qu'on veut, c'est comprendre la scène en cours. Voilà qui me mène à mon deuxième secret, qui est de sélectionner les détails qui en disent long. Dans l'exemple d'Annie, de Paul et de Marc juste avant, Annie traite Paul de mauviette. Et cette interaction, elle nous dit beaucoup plus que le simple fait que Paul soit ou non une mauviette. Elle nous dit que Paul est sensible et stigmatisé à cause de sa sensibilité. Annie est une dure à cuire, une genre de badass. Marc, quant à lui, peut-être qu'il est soumis à Annie ou qu'il est d'accord avec elle,
Mais moi, pour le moment, j'ai pas assez d'infos, donc pour moi, c'est la Suisse. Avec cette description, on sait aussi qu'ils ont faim, potentiellement éloignés de chez eux. Dans tous les cas, s'ils pouvaient rentrer chez eux, je vois pas pourquoi ils auraient cuisiné sur place. Donc le fait que Mark aille chercher du bois montre tout simplement, qu'ils sont loin de chez eux. Et avec peut-être 3 petites phrases, une interaction, le fait d'avoir traité quelques de mauviettes, on a beaucoup d'informations sur les personnages, sur la situation, on va tirer des informations de cette interaction. Et c'est en ça que je vous dis qu'il faut utiliser des détails qui en disent long. Aller dans les interactions, aller dans l'action, aller dans des situations, dans des scènes qui vont montrer au lecteur qui sont les personnages, qui vont montrer au lecteur ce qui est en train de se passer sans avoir à dire en fait, Annie n'aime pas Paul, Paul est sensible et il souffre du fait qu'Annie le traite de mauviette, etc. Ces choses-là, en fait, je ne veux pas les lire. Je veux les remarquer moi-même, je veux les voir, je veux les ressentir également. En se servant de détails et de scènes précises, vous serez plus subtil et vous n'assommerez pas le lecteur avec des informations inutiles. Vous lui laissez le plaisir de deviner et de lire entre les lignes et surtout, vous l'immergez dans l'histoire. Ce qui me mène au troisième secret pour éradiquer l'infodump de vos romans, le show dentelle. Le show dentelle est une technique de description et on peut la traduire en disant « montre, ne dis pas ». Alors, c'est pas que j'ai un problème avec cette traduction, c'est que moi j'aime bien la traduction qui dit « décrit, n'explique pas ». En gros, on a tendance souvent à expliquer ce qui va se passer. Moi, quand j'écris le premier jet de mon roman ou d'une idée, j'explique concrètement, mon personnage se réveille, il se sent pas bien, il prend un comprimé, il va voir sa mère, etc. Ça, c'est des choses qu'on explique quand on est face à un policier et qui nous demande de faire une déposition. Vous avez vu votre voisine tuer son chien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il était environ 7 heures et je me suis levée de mon lit, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voisine. En fait, ça, c'est une déposition de police, c'est une explication de ce qui s'est passé. Pour vous expliquer la différence entre expliquer et décrire, je vais utiliser cet exemple. Je me suis levée à 7 heures, j'ai été à la fenêtre et j'ai vu la voisine tuer son chien. Utilisé tel quel, il s'agit plus d'une explication qu'autre chose. On ne vit pas la scène, l'histoire n'est pas racontée. Et pour passer d'une explication à une description, je vais devoir montrer de façon précise ce qui est en train de se passer. Alors voilà ce que j'ai imaginé. Le bip aigu du réveil semblait se caler au cri du chien. À chaque coup, à chaque fois que l'arme fendait l'air, l'alarme me hurlait aux oreilles qu'il était 7 heures. Encore et encore. Les yeux rivés sur le bâton, je ne voyais que ça. La voisine lever le bras et l'abattre avec rage. Et lorsqu'à bout de souffle, elle de frapper, moi de l'observer, le regard de la voisine tomba dans le mien et je me baissais illico sous la fenêtre, les doigts cramponnés au rebord. Alors certes, ce n'est pas parfait et mon style peut plaire ou pas. Et c'est vrai que la description est beaucoup plus longue que l'explication, mais elle est aussi beaucoup plus immersive. Tout ça pour dire décris, n'explique pas, va dans le détail, va chercher les sensations, les émotions des personnages pour nous décrire concrètement ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Ne me dis pas le personnage a eu peur. Par contre, dis-moi qu'il a eu la chair de poule, que ses yeux se sont écarquillés, qu'il a blêmi. Va dans les situations, va dans l'action, va dans les interactions, va dans les dialogues. Utilise tous les éléments de la narration pour pouvoir m'immerger dans l'histoire concrètement, me décrire ce qui se passe pour le personnage, dans son corps, dans son âme, dans son cœur. Enfin voilà, j'ai fini cette vidéo, je crois. J'espère que tu auras pu comprendre ce qu'est l'infodump, comment le reconnaître et comment y remédier. Si c'est le cas, je t'invite à me le dire en commentaire, ça me ferait méga plaisir. Dis-moi toi, est-ce que tu as d'autres méthodes pour éradiquer l'infodump de tes romans, de tes écrits? Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à la liker, à la partager, en faire un peu ce que tu veux en fait. Sur ce, je t'invite à regarder aussi en barre d'infos, je sors souvent des podcasts sur les clichés. J'ai également une mini formation pour t'aider à écrire des histoires qui se différencient des autres. Donc je t'invite à regarder parce que ce sont des sujets que je ne peux pas forcément aborder en vidéo. J'ai une liste comme ça de vidéos à tourner et je t'avoue que j'en privilégie certains et j'ai pas forcément le temps de tout aborder. Donc regarde un petit peu ce qui se passe en description, surtout que les formations elles tournent, donc
elles sont pas forcément disponibles tout le temps. Et puis sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!